Je vais appeler Julien Faure, Jean Andrès et Antoine Mathias. Jean. Et je crois qu'il y a le vigneron chez qui vous avez testé le vigneron du domaine de la Mourigue. J'ai oublié son nom. Jean-Marie Kieff. Ouais, qui va donc nous présenter, nous relayer son expérience sur les couverts végétaux, expérience de terrain. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différentes interventions sur les couverts végétaux, les amendements organiques? Une question ici. Courte la question. Je suis menacé, on me demande une question courte. La question. Alors sur les couverts végétaux, toujours, donc d'abord, je vous préciserai que nous avons au niveau de notre université, donc à Aix-Marseille, nous avons le professeur Wolfgang Kramer qui participait au GIEC, et il a également fait un rapport que vous pouvez trouver sur le net concernant l'évolution climatique en Provence, donc ça s'appelle MEDEC, MEDECC. Et donc, l'avenir de la région, c'est globalement, enfin, toute la région méditerranéenne, ça sera la désertification. Donc, la nécessité des couverts d'arbres végétaux s'impose. Ceci, je pense, vous aviez indiqué 2 degrés, mais c'est de manière locale. Donc, là, je reviens aux couverts végétaux. Donc, ça s'impose. Et j'avais une question par rapport aussi, contrairement aux effets de la chaleur, vous avez aussi, par rapport aux couverts végétaux, la protection contre le gel. C'est fait en particulier dans le vignoble bordelais, où il faut attendre. Donc ils font la plantation des couverts juste après ou au moment de la récolte. Et donc au moment où les couverts végétaux sont suffisamment hauts, c'est le couvert végétal qui va prendre le gel par rapport au pied de vigne. Donc ça, c'est un intérêt pour ce qui va se produire cette année, puisque si vous avez le débourrement maintenant, ou dans quelques semaines, le gel risque de revenir comme les années précédentes. Votre question porte sur l'intérêt des couverts végétaux sur le gel. Oui. Alors j'ai une question, je ne pense pas que c'était testé. Est-ce qu'on peut estimer la modification des composés qui sont dans le vin en présence des couverts végétaux? Donc en réalité, quel est l'impact de la qualité du vin, du goût du vin, en présence de couverts végétaux? Puisque si vous introduisez un couvert végétal avec tout ce qui est la vie microbienne, les enzymes, etc., vous allez apporter de nouvelles molécules qui pourront peut-être être assimilées sous différentes formes et arriver jusqu'à vos grappes. Alors, est-ce que ça a été analysé du coup? Alors, ce que je peux dire sur la question de l'impact sur la qualité des vins, on n'a pas encore pu poursuivre l'essai jusqu'à la micro-vinification des différentes modalités, mais on a quand même réalisé des contrôles de maturité sur un ensemble de paramètres principaux qu'on suit habituellement dans les vins, et notamment ces analyses de polyphénol qui nous permettent quand même de déterminer les impacts sur la couleur, la richesse en anthocyanes. Donc c'est que de l'analytique pour le moment, mais bon, on voit quand même qu'il y a des différences entre sol nu, le témoin, ce qu'on présentait, et les sols avec des couverts, même détruits. On avait proportionnellement plus de polyphénol et d'anthocyanes sur ces modalités-là. Sur les 2 ans. Voilà, après. Voilà. Mais la présence des couverts, enfin c'est une hypothèse, mais influence, je pense, sur l'enracinement de la vigne et aussi travaille sur la captation en fait, des éléments minéraux dans le sol qu'elle rend disponibles, surtout sur des enherbements profonds. Avec un enracinement profond, on a tendance à remonter un peu des choses aussi. Donc voilà, c'est des hypothèses, on n'a pas pour le moment les moyens techniques de le mesurer précisément, parce que mettre en place une microvinification, c'est aussi assez lourd. Mais en tout cas, analytiquement, sur les contrôles de maturité, où on a quand même de nombreux paramètres, on a quand même des différences effectivement de ces modalités-là. Sur l'acidité, on l'a vu sur l'acide malique, un des acides quand même qui nous intéresse beaucoup sur la qualité de vin et la fraîcheur, notamment pour les rosés, qui est très importante. On voyait que c'est plus lié au stress hydrique. Si on a des plantes un peu plus stressées, elles vont tendance à dégrader plus d'acide malique, surtout dans les contextes de forte chaleur.
Et là, sur les résultats de cette année, on a tendance à avoir un petit peu moins d'acide malique, mais quand même avec une année particulièrement sèche. Mais je pense qu'avec une gestion de couverts végétaux type engrais vert, donc destruction au printemps avant la floraison, on avait très peu d'incidence sur les niveaux de malique. On avait des niveaux de malique qui restaient tout à fait intéressants par rapport à des modalités avec des couverts permanents d'une certaine manière. D'autres questions, notamment à Julien Faure, là, sur la partie rendement Jérôme Paquette, vigneron à Fréjus. C'est pas tant une question qu'une suggestion sur la partie étude sur l'enherbement, de prendre en charge l'impact carbone du travail du sol ou du Rolofaca. On a aussi, pour reprendre sur le tout premier intervenant de ce matin, notre part à prendre dans la sobriété énergétique et combien on consomme de gasoil quand on laboure et combien on consomme de gasoil quand on passe le Rolofaca. Oui, voilà, c'est exactement ce que je me disais aussi par rapport à ça. Alors en termes de passage, si on compare un itinéraire technique traditionnel de l'itinéraire technique couvert végétal, clairement on ne passe pas moins, c'est équivalent. On ne fait pas d'économie en passant sur du couvert végétal, voire suivant les zones, on peut passer plus de fois. Parce que le problème, nous on travaille sur du roulage. Le problème du roulage, c'est que souvent, ce n'est pas un seul passage, ça demande minimum 2 passages, même voire 3 passages. En termes de consommation d'énergie, clairement, je pense qu'on est moindre parce que faire du labour et faire du roulage ou du semis consomme clairement moins. Mais en nombre de passages au vignoble, on n'a pas d'économie. Après, voilà, on est dans une logique aujourd'hui haute, c'est clairement... nous, on s'est lancé dans le couvert végétal parce qu'on voyait bien qu'on arrivait à la limite d'un système avec une problématique de rendement, des sols dégradés, et quel outil aujourd'hui on a pour augmenter la fertilité de nos sols. Et on est convaincu aujourd'hui qu'en Provence, voilà, travailler sur des sols nus, c'est une hérésie, qu'il faut absolument travailler sur des sols couverts, au moins à l'automne, et peut-être des paillages l'été, enfin après, différents itinéraires techniques suivant les vignobles, mais voilà, c'est clairement un outil indispensable, je pense. Quels sont les principaux bénéfices que vous avez pu observer, vous, sur votre exploitation par rapport à ces couverts? Et peut-être aussi la question du coût. Bon, ça a été abordé, mais pour vous, en tout cas, pour une exploitation que ça donne. Alors pour le coup, on change complètement d'itinéraire technique, donc on change complètement notre mode cultural. Donc ça fait mal au portefeuille parce qu'en fait, on se rééquipe complètement. C'est-à-dire qu'on a tous les outils de travail du sol, et ben, on les met un peu au placard. Où on s'en sert beaucoup moins, mais il faut racheter un outil de semis, un outil pour rouler. Donc, bon, voilà, il y a des investissements à faire. On ne les a pas fait la première année, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on se tourne vers les couverts végétaux et nous, on est sur 100% adhérents, il faut s'équiper. On peut le faire en prestation, mais je pense que le coût, voilà, si on raisonne sur du long terme, et nous, on est parti sur du long terme, on a préféré investir. Donc au début, ça fait mal au portefeuille, effectivement. Il faut faire les investissements, il n'y a pas vraiment d'aide aujourd'hui pour acheter ces outils, donc il faut les acheter. Après, pour répondre à la question sur les résultats, on n'a que 5 ans de recul, donc c'est compliqué. On est encore dans l'analytique, etc., mais mais ce qu'on peut voir clairement, c'est qu'on rapporte de la biodiversité. On n'a jamais eu autant d'insectes, d'oiseaux, d'abeilles dans nos vignes que depuis qu'on fait des couverts végétaux. On le voit notamment au moment où les couverts végétaux arrivent à maturité, qu'ils arrivent à floraison. C'est vrai que ça pullule de vie dans les vignobles, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Clairement, nous, on était sur un itinéraire technique traditionnel, pas d'herbe dans les vignes, c'est comme ça qu'on nous avait appris à travailler. Il faut aussi accepter d'avoir des vignes que les vignerons appelleraient sales. Voilà, quand on fait des couverts végétaux, il y a de l'herbe, il faut l'accepter. C'est traditionnellement pas ce qu'on avait l'habitude de voir dans nos vignobles. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des sols plus frais, et je pense que le recul qu'on a après 5 ans, on voit que ça nous sert d'amortisseur par rapport au choc climatique. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend tous les chocs climatiques qu'on peut subir, la sécheresse, les fortes températures, etc. On le subit moins fort quand on a un sol couvert que quand on a un sol nu. Enfin, clairement, en plus, vous pouvez passer dans le vignoble à n'importe quel moment parce que c'est très portant, ça c'est un gros avantage aussi. Voilà, mais on voit que nos sols sont plus frais,
notamment l'été, même avec les paillages. Alors c'est vrai que le problème du couvert végétal, c'est que quand on démarre, voilà, ça marche très bien quand il est dense et haut. Voilà, sur les essais, comme on a parlé en 2021, où on a un peu manqué d'eau, c'est moins poussant, on a un couvert végétal, on va dire, mi-réussi. Bon, évidemment, les résultats sont moins probants. Mais bon, il y a eu des années où on a eu vraiment une belle réussite sur certaines parcelles. Clairement, on voit qu'en plein été, on a des sols qui sont plus frais. Voilà, et il faut essayer de sortir de cette peur qu'on a de la concurrence hydrique, quoi. Clairement, enfin moi, j'ai absolument pas peur de la concurrence hydrique aujourd'hui avec les couverts végétaux. Il faut aussi savoir le gérer, hein, il faut bien les gérer, les rouler au bon moment, mais on gagne tellement plus avec un couvert végétaux que ce qu'on perd, que clairement, même si on se manque, voilà, le peu d'eau qui tombe, on le capte, contrairement à un sol nu. Les sols sont moins chauds, donc voilà, enfin, on a moins d'évapotranspiration. Donc éventuellement, enfin, voilà, le bénéfice-perte est tellement en faveur du couvert végétal qu'on n'a aucune peur de la contrainte hydrique. Enfin voilà, c'est un recul de 5 ans seulement. Mais... Juste, vous avez opté pour quel type de couvert, vous, ou est-ce qu'il y en a un à qui va votre préférence parmi ceux qui ont été présentés? Je ne sais pas si vous les testez tous, mais... Alors nous, on est sur du couvert semé, on a essayé du couvert naturel. Oui. Bon, il n'y avait pas une grande réussite. Alors le problème en Provence, bon, voilà, il faut adapter son itinéraire technique. Le nerf de la guerre, c'est déjà la date de semis. Il faut semer le plus tôt possible. Parce qu'il faut essayer d'avoir le tapis vert à la sortie de l'automne et essayer de capter les petites pluies qu'on peut avoir au début de l'automne qui permettent au couvert de germer. Donc clairement, la réussite, aujourd'hui, elle est vraiment liée à la date de semis. Semer le plus tôt possible, si possible avant vendange. Alors, c'est pas évident. Ou alors vraiment juste après les vendanges. Plus vous semez tôt, plus le couvert sera réussi. Mais voilà, encore une fois, c'est chez nous. Hein. Mais bon, voilà, avec le recul un petit peu, en discutant beaucoup avec les viticulteurs de la plaine du Luc, on se rend compte que la date de semis, c'est vraiment le nerf de la guerre pour essayer d'avoir un couvert végétal dense et fourni. Et surtout, nous, la problématique chez nous, c'est qu'on est sur des secteurs tardifs. Le couvert végétal arrive à maturité assez tardivement, ce qui pose problème parce que souvent, on arrive à floraison de la vigne, on aurait voulu le rouler, mais on n'a pas pu le rouler parce qu'il n'était pas prêt. Donc si vous semez tôt, il va lever plus tôt, il sera mûr plus tôt et vous pourrez le rouler plus tôt. D'accord. Mais voilà, donc c'est un peu ça la problématique, mais on s'essaye encore, hein. On essaye voilà. On change aussi nos techniques de préparation de semis, on voulait faire du semis direct exclusivement sans décompaction des sols. On a vu dans l'essai que voilà, c'était pas... l'air de rien, on fait on va dire une 10-12 passages dans l'année dans les vignes et que ça compacte, même avec les couverts végétaux, donc il faut quand même, nous là cette année on est parti sur du décompactage avant semis, parce qu'on a vu que ça pouvait être améliorateur et que surtout la réussite du semis était meilleure si c'était décompacté avant. Mais bon, chacun doit s'essayer, hein, mais voilà. On est encore en train de s'essayer après 5 ans. Quoi. Au niveau des espèces, le choix, il a une importance aussi Oui, alors là, là, le problème, c'était les disponibilités. Ah, bon, ouais, là aussi. Voilà, on n'a pas le choix. Si on s'y prend très tôt, on peut avoir le choix, mais c'est vrai que là, ces 2 dernières années, on a pris un peu ce qu'il y avait sur le marché. C'est vrai que, et le coût peut être prohibitif aussi. C'est pour ça que là, on y vient plus ou moins tous, donc je pense que ça serait bien qu'une filière provençale s'installe pour se fournir localement, comme on disait. Nous, on achète des semences du commerce qui, les prix grimpent en flèche, et puis on n'a pas de choix pas beaucoup de choix en tout cas sur les variétés. Donc ça, c'est un vrai problème parce que c'est vrai que le coût des semences est important. Si on arrive à se fournir plus local et de façon plus économique, ça serait pas mal, parce que c'est quand même un gros poste de dépense en plus du matériel. Oui. Le coût à peu près pour vous? Après, je vais laisser c'était les coûts qui avaient été donnés dans l'étude. Oui, Monsieur Deloire. Vous m'entendez là? Oui, juste pour ajouter à ça, c'est à la fois une question et à la fois des hypothèses. Mais en mettant un couvert végétal, bien entendu, comme vous l'avez dit, on doit réduire la température du sol. Moi, j'ai fait des mesures de sol non couvert dans les Côtes-du-Rhône l'année dernière. On monte à 50 degrés quand même. Donc, je pense que... Alors, je ne sais pas si ça a été mesuré, enfin, en tout cas, je vous le demande. Mais on doit changer le microclimat des grappes. On parlait de la qualité du raisin. Et peut-être qu'il y a un effet indirect qui est un effet albédo, donc la température du sol, peut-être un effet aussi qualité de l'éclairement. Enfin, il doit y avoir quelque chose autour du microclimat des grappes qui peut être intéressant. C'est plus frais, c'est plus humide, etc. Donc ça peut changer
Ouais. Voilà. Je sais pas, voilà, c'est juste. Est-ce que vous voulez réagir? Oui. Pour nous, le modèle ultime, c'est le sol forestier, quoi. Donc voilà, un sol forestier, vous pouvez y aller en plein été, ça reste frais, c'est vrai qu'on essaye de retraduire ça dans nos vignes. Bon, c'est très compliqué. En plus, on a énormément dégradé nos sols, donc on essaye de revenir en arrière et de les régénérer. Mais l'objectif, c'est bien ça, c'est de rapporter de l'humidité, de la fraîcheur, et un sol forestier, vous ne produirez jamais autant de biomasse qu'un sol forestier est capable de le faire. Et nous, on essaie de produire de la biomasse avec nos couverts végétaux. On a du mal parce qu'on s'essaye, on se trompe, etc. Aussi parce que les sols sont pauvres et trop chauds. Et donc oui, rapporter de l'humidité. Pour moi, clairement, le couvert végétal permettra de rapporter de l'humidité, de la fraîcheur et de la biodiversité et du vivant dans les sols. Ça, on en est convaincu. Voilà, on ne réussit pas toujours, mais voilà, on est convaincu de ça et on ne fera plus marche arrière, c'est sûr. Jean, vous vouliez réagir par rapport à... Juste en 2 mots pour répondre à Alain. Effectivement, on a mesuré aussi les températures de sol en surface et en profondeur. On ne les a pas présentées là parce qu'il fallait faire des choix. Mais on avait, oui, jusqu'à 10-15 degrés d'écart entre sol nu, sol avec le paillage, sachant que le paillage n'était pas non plus énorme. Avec plus de biomasse, on aurait encore un effet plus valorisant. Ce qui nous a un petit peu surpris, c'est que les températures dans le sol, à 15 cm, on n'avait pas tout à fait les mêmes dynamiques. En plein été, on avait certes des températures plus faibles de surface, mais un peu plus élevées en profondeur par rapport à un sol travaillé. Et ça, c'est une hypothèse, hein. On l'a mis sur le compte du dessèchement en fait, superficiel des sols par le couvert, qui avait quand même prélevé l'eau en surface, et donc un sol plus sec, qui se réchauffe plus vite. Il a moins d'inertie thermique qu'un sol un peu plus humide. Donc c'est une hypothèse de travail, à voir ce que vous en pensez, mais voilà, c'était les résultats qu'on a obtenus sur l'essai en l'occurrence. S'il vous plaît. Bon, c'est encore moi. Attendez, monsieur Deloire, et après, on vous donnera la parole. Non, j'en ai pour 30 secondes. Cette histoire de température de sol est extrêmement importante et en réalité, on n'y connaît pas grand-chose. Donc là où on a aussi mis des sondes un peu partout dans différentes régions où on mesure tous les 10 cm, jusqu'à 60 et 90 cm. Avec Anne, qui est là, on a fait des fosses pédos dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, cet été. Et si je vous demande quelle est la température du sol à floraison à 1 mètre de profondeur, qu'est-ce que vous allez me répondre? Comme ça, vite fait, bien fait. 20. Donc on a tout à apprendre là. C'était une bonne remarque sur la température du sol. J'avais une question pour Jean-Jacques, qui utilise du compost. Est-ce que vous avez réussi à vous exempter totalement de l'engrais organique sur vos parcelles? Donc de retirer totalement l'engrais organique? Est-ce que vous pouvez parler plus fort ou Excusez-moi. La question? Donc, ma question, c'était, vous utilisez du compost végétal sur vos parcelles. Et est-ce que vous avez réussi à vous exempter, donc à retirer tous les apports d'engrais organiques, entre guillemets, du commerce par rapport à vos études? Oui, effectivement, on travaille, en tout cas sur les exploitations qui font partie de ce GI2E et d'autres qui se sont greffées. Pour la partie amendement organique, on travaille uniquement avec cette MVA. Par contre, comme je le disais, attention, il faut rajouter des fertilisants. Là, on n'est que sur la structure du sol et oui, uniquement de la MVA. Ensuite, une question pour Julien. Dans vos vignobles méridionaux, on ne va pas parler du septentrional, la comparaison en rendement et en perte de rendement subie ou non subie ces dernières années entre la Camargue et Pierrefeu. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas évident à expliquer. Je peux pas être si binaire que ça et vous répondre avec des chiffres parce que, en fait, on l'a analysé de manière différente. En Camargue, on a le droit de produire 80 hecto-hectares et en Provence, on a le droit de produire 55. Donc finalement, la composante du rendement, si on divise 70-30%, on ne jouera pas de la même manière en Camargue qu'on joue en Provence. J'étais par exemple au Portugal il y a moins d'un mois, où le nombre de kilos à l'hectare est de 7000, et le Portugal produit depuis 10 ans entre 3000 et 4000 kilos à l'hectare, et ça pose aucun problème à personne. Alors on met ça sur le compte du manque d'eau,
Mais finalement, on se rend compte qu'il y a des problématiques de taille qui sont monstrueuses, comme enfin, que ce soit à l'échelle du Portugal, mais comme ce qu'on peut voir également en Provence, où on a justement, par la taille, on a vu qu'on pouvait monter à peu près de 25% de 1 à 2 ans, facilement, en remettant des méthodes de taille plus réfléchies. Donc ça, on jouerait uniquement sur la composante des 70. Et après, sur la partie de l'irrigation et de la gestion de la vigueur, on est capable de pouvoir monter entre 10 et 15%. Donc le ratio à peu près d'optimisation du rendement dans un temps très court, c'est-à-dire dans les 1 à 3 années de mise en place de réflexion de ce genre-là, on peut monter de 35% à peu près. Voilà. Donc ce qui fait que finalement, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est qu'il vaut mieux partir d'un potentiel. Je ne dis pas que, on sait qu'un bourgeon va donner 2 grappes, que si on fait le potentiel de grappes, etc. Donc ça, c'est le potentiel. Mais si notre potentiel, il est réel et qu'on sait à l'hectare le potentiel réel qu'on est capable de produire, je peux vous assurer que si derrière vous mettez des aléas climatiques, globalement, vous verrez que vous arriverez quand même à produire le rendement. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce qu'encore une fois, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur à peu près. Voilà. Merci. Du coup, est-ce que vous avez revu Julien, est-ce que vous avez revu la taille sur l'ensemble des vignobles, enfin, ouais. Alors, ça fait c'est un chantier qui a pris combien de temps, et est-ce que vous avez vu les résultats sur les rendements aussi, en fait? Alors ça fait maintenant 4 ans qu'on a restructuré la totalité des propriétés de la maison. Alors je parle que des vignobles du Sud là. Oui. Avec la Camargue et la Provence, avec l'ensemble des équipes sur la formation, sur de l'encadrement, sur comment on fait pour optimiser réellement la qualité de la taille, en repassant par des petites équipes bien suivies, avec des indicateurs qui sont suivis de manière journalière avec les équipes. Alors c'est pas du flicage, hein, c'est bien un suivi, c'est-à-dire sur la qualité, sur comment le rendement est optimisé directement à la parcelle. Et finalement, on se rend compte que dans l'année, en fait, quand il y a des problématiques de taille, sans parler des 70, des 30%, du fruit, de la fertile, de sujets formidables qui sont l'enherbement, juste en travaillant là-dessus, dans un modèle de culture qui ne varie pas, on peut augmenter de 20 à 35% le rendement. Là, en une année. C'est énorme, enfin, ça me paraît énorme. Ouais, alors, mais c'est ce que je disais, c'est que là, ce qu'il faut savoir, c'est que la Provence historique était plantée en gobelet sur des systèmes assez bas qui avaient tendance à monter. Et en fait, la mécanisation arrivant, on est passé d'un gobelet qui est en multiplan à une palmette ou un cordon de Roya qui rentre dans un seul plan. Et donc on a eu tendance à rabaisser les vignes de manière forte et qui amène les photos que j'ai pu vous montrer. Et donc finalement, si on remet juste cette réflexion de est-ce que ce que j'ai dans un gobelet en multiplan, je ne peux pas le mettre avec la même réflexion dans un seul plan avec un palissage, est-ce que je ne peux pas arriver à la même chose? Voilà, la logique, c'est celle-là. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui. Voilà, d'autres questions? Juste il y en aura une ici, une là-bas. Bonjour, Faron Maxime, vigneron Sainte-Victoire, je crois qu'on ne l'a plus oublié. Pour la destruction, vous parliez des griffons ou des rouleaux pour détruire le couvert. Vous n'abordez pas le sujet du broyage, qui peut être jumelé avec le broyage des sarments. Et on voit des broyeurs qui apparaissent où ils peuvent rejeter la matière au pied des souches. J'aurais voulu avoir vos impressions sur ce genre de choses. Alors concernant le broyage, effectivement, on ne l'a pas abordé parce qu'on n'a pas pu l'essayer, mais ça va être le propos cette année. Sur notre 3e année d'essai, on va intégrer une modalité broyage. Maintenant, pour rebondir sur la partie paillage sous le pied, c'est une idée qui se développe, mais qui nécessite vraiment d'avoir des couverts développés, parce qu'il faut une biomasse importante. Et aujourd'hui, malheureusement, hein, c'est un peu le frein encore qu'on a. On ne maîtrise pas suffisamment bien les semis, les périodes pour arriver à des très beaux couverts bien riches. Ça existe, hein, certains y arrivent. Mais c'est ça le premier frein. Donc c'est intéressant, mais faut pouvoir rentabiliser le matériel, l'achat du matériel, en ayant la garantie d'avoir des couverts suffisamment développés un petit peu tous les ans. Maintenant, sur la question du broyage des sarments, souvent c'est que c'est des périodes déconnectées. Le moment où vous allez broyer les sarments sera bien plus tôt dans la saison que le moment où vous allez vouloir détruire le couvert.
il n'y a pas de nécessité de le détruire tout de suite, mais souvent il y a un peu du passage. Si on veut faire un petit peu de travail du sol sous le pied, des choses comme ça, c'est vrai que c'est des choses qui se font des fois un peu à l'hiver, avant le début de la saison. Donc bon, il faut construire l'itinéraire technique vraiment autour de ça et l'intégrer pleinement du coup dans la stratégie. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore vu de personnes qui l'ont essayé en Provence. Juste une chose, quand on se lance dans les couverts végétaux, qu'on veut avoir des semis-taux avec des levées taux, vous êtes obligé de passer sur du broyage hors sol. Donc changer votre broyeur et passer sur du broyage hors sol. Et le broyage hors sol ne pourra pas faire le travail pour broyer votre couvert, quoi. Parce que le problème du broyage ras de sol, c'est qu'il détruit, il abîme la levée de votre couvert, quoi. Et comme on essaye de ne pas le toucher et de le préserver, nous, en tout cas, sur l'exploitation, on a été obligé de changer de broyeur et de passer sur un broyeur hors sol pour éviter de toucher la levée du couvert. J'ai une petite question à l'attention de M. Faure. Comment vous appréhendez la densité de plantation dans la gestion de ce qu'on a vu tout ce matin, la gestion hydrique, le couvert, l'amendement et la qualité? Alors, merci pour cette question, parce que c'est une vraie question de R&D qu'on se pose depuis un certain temps. Alors, est-ce que je donne la réponse comme le professeur Deloire, c'est-à-dire que j'y vais frontal ou pas? Je dirais que je prends l'exemple de la Bourgogne et de la Champagne pour revenir à la Provence, si vous voulez bien. La Champagne, elle est capable de produire cette année 16 500 kg/ha avec 10 000 pieds. Donc quand vous faites un ratio rapide au nombre de pieds, ça fait à peu près 1 kg à 1,5 kg par pied. Je ne parle pas de mode de conduite, que ce soit du Guyot, du Chablis, de ce que vous voulez. Donc ça fait 1,5 kg par pied. Finalement, c'est rien, en fait. Donc maintenant, mais finalement, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que produit réellement un pied. Et c'est la question qu'on se pose en fait en Provence, c'est-à-dire que la plupart du temps, on est sur un modèle de cordon de Roya à 2 bras. Et la réalité, c'est de savoir qu'est-ce que réellement produit un seul pied. Et est-ce que le pied, c'est ce que je disais dans les cartographies, est-ce qu'en indiquant chaque pied, savoir ce qu'il est capable de produire, et d'essayer d'avoir un échantillonnage de la parcelle pour savoir ce que la parcelle est réellement capable de produire à l'échelle du pied et le ramener à la surface. Donc ce qui fait qu'en Champagne, en fait, si par exemple on divise par 2 la densité, c'est ce qui est en train de se passer, les réflexions sont amenées à ça pour diminuer les densités, pour la mécanisation. Et finalement, si le mode de conduite est bien pensé et qu'il n'y a pas de problématique, on est capable de faire quand même 16 000 kg par pied. Ça voudrait dire qu'il faudrait produire 2,5 kg à 3 kg par pied. Ce qui reste, ce que le Provençal Provençaux est capable de produire sur un Grenache ou sur un Cinsault ou d'autres exemples. Donc maintenant, si on rapporte cette même réflexion-là en Provence, ça voudrait dire qu'on a 4400 pieds à l'hectare. On a le droit de mettre 6 coursons à 2 yeux. Donc si on réfléchit 6 coursons à 2 yeux à 4400 pieds hectares, si tous les coursons sont positionnés sur des bourgeons à fruits, je vous laisse faire le calcul, mais nous ne sommes pas à 55 hecto-hectares. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du monsieur, mais c'est en fait c'est l'idée qu'on porte. Voilà. Donc, Bien. Oui. Oui. Bonjour, Mathilde Chevet, viticultrice à l'Orgue. On n'a pas parlé d'irrigation, on n'a pas énormément parlé d'irrigation des vignes. Et donc j'aimerais savoir, vous qui avez fait des présentations, est-ce que toutes les vignes sont irriguées? Et quel serait l'impact si les vignes ne sont pas irriguées? C'est ma première question. Et la deuxième, qui est liée toujours à l'irrigation, vous avez parlé en tout début de session du conflit d'usage de l'eau. On a vu cet été dans notre région que c'était un petit peu compliqué. Il y avait certains villages qui n'avaient pas d'eau. Et donc j'imagine que quand les humains n'ont pas d'eau, probablement les vignes n'en auront pas. Et donc est-ce que l'irrigation est vraiment une solution à intégrer? Merci. Ouais. Je ne sais pas, peut-être Julien et puis Alain aussi sur cette question-là. Je commence, tu termines. Oui, parce que sur l'irrigation.
Alors, merci pour cette question, parce que c'est une question qu'on se pose également. Parce que non, toutes les propriétés ne sont pas irriguées, on est à peu près 50-50, que ce soit 50% en Camargue et 50% en Provence. En fait, on est parti du principe que sur les 2 photos que vous voyez, qui étaient assez choquantes, où on voyait finalement des nécroses et un développement d'esca ou autre, ou indépendamment de ce qu'on peut avoir dans l'esca, une perte de rendement, une nécrose, un dépérissement du bois qui était important. Et de l'autre côté, vous aviez en fait un système de palmettes ou un cordon de roya où finalement on ne travaillait que sur des bourgeons à fruits et on s'attachait à ne créer que du bois vivant. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc maintenant, dans notre modèle viticole aujourd'hui, si rien que déjà actuellement, je ne parle même pas d'irriguer ou pas irriguer, vous faites simplement une analyse, une étude de besoin sur l'impact sur le rendement, sur le stress hydrique, comme on a pu l'analyser, sur ces 2 photos. Je peux vous assurer que normalement, vous n'aurez pas la même valeur. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'eau. Et c'est sûr qu'intuitivement, pour répondre vraiment à votre question, intuitivement, on pense qu'on est capable de réduire de 25% la consommation d'eau sur une vigne qui est plutôt bien taillée, avec un système vasculaire qui est fonctionnel et qui fonctionne bien. Mais il faut bien savoir que dans le cas où, parce que je laisserai la parole aux spécialistes, mais le suivi finalement, c'est que l'eau, on peut en parler dans tous les sens, mais ça reste quand même le vecteur d'assimilation. Que vous parliez de carbone, que vous parliez d'azote, que vous parliez de calcium, de ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, si globalement la plante elle a besoin de moins d'eau, globalement elle aura aussi besoin de moins de fertilisation, indépendamment de tous les éléments possibles, pour avoir un même rendement. Vous voyez ? Donc finalement, il y a 2 approches. Le premier, c'est qu'il faut évidemment ne dire qu'on n'a pas besoin d'eau, c'est faux, parce qu'on voit que pour subvenir à notre production et la stabiliser, la rendre durable, on a besoin de pouvoir apporter à des moments clés de l'eau, que ce soit, d'ailleurs, on l'a montré, vous aurez plus d'impact d'irriguer en pré-débourrement au mois de février que d'envoyer de l'eau en plein mois de juillet pour sécuriser le volume du fruit, vous voyez. Et globalement, vous avez tendance à sécuriser la vendange de l'année d'après aussi, de la même manière. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour ceux qui n'ont pas l'accès à l'eau, je crois que c'est la composante du rendement est une somme de facteurs qui amène à un rendement viticole et agronomique à la fin. Mais faisons toutes les étapes dans le bon sens et que vous verrez que finalement, vous allez vous créer ce que je disais, un filet agronomique de rendement, c'est-à-dire d'imaginer le rendement par le haut. Pour répondre à la question du monsieur, encore une fois, une densité à 4400 pieds hectares avec 6 tourelles, le rendement agronomique, il n'est pas de 55. Mais le rendement réel, si c'est bien géré, il est de 100 ou 80, peu importe. Mais donc vous voyez que, indépendamment de la climatique, ça va faire chuter, le rendement à la fin sera plus faible. Donc finalement, l'eau, si elle est bien gérée et qu'elle est apportée au bon moment, on peut diviser considérablement les volumes tout en optimisant le rendement et la qualité. Donc, dire que l'eau, il y en a besoin, oui, parce que je pense que tous les couverts végétaux ne pousseront pas, mais à la fois, c'est sûr que toute l'eau qui tombe, on la gardera de manière plus efficace, mais à la fois, ce n'est pas une finalité, parce que si tout est bien fait en amont, peut-être que finalement, à la fin, on pourrait amener beaucoup moins d'eau que ce qu'on doit amener. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Oui, puis on ne va pas pouvoir faire autrement, puisque d'après la présentation de M. Nicot, les précipitations vont diminuer, donc il faut trouver d'autres leviers pour avoir le rendement que l'irrigation. Oui, si je peux rajouter quelque chose, effectivement, moi je trouve que c'est trop réducteur de dire est-ce qu'il faut arroser, pas arroser, est-ce qu'il faut inherber, pas inherber. Encore une fois, tout dépend du type de sol déjà. Il y a des sols qui ont une réserve hydrique très faible, d'autres qui sont très profonds, qui ont plus d'argile. Donc on ne peut pas généraliser, ça dépend vraiment du type de sol sur lequel on cultive la vigne. Et effectivement, nous, en Sainte-Victoire, on a accès à l'eau, et je suis convaincu que c'est un intérêt considérable. En revanche, avant de parler d'eau, je rejoins mon collègue, il y a tout un itinéraire technique à mettre en place, quoi. La taille, mais aussi, moi, pardon d'insister, mais je trouve que la plantation, c'est capital, quoi. Il ne faut pas se louper sur, encore une fois, la préparation du sol, le choix du plan du porte-greffe. Il y a tout ça à raisonner avant. Ensuite, on parle de l'enherbement, on parle de l'eau, etc. Ce sont des leviers importants, mais il faut les prendre simultanément et avoir un itinéraire technique global, et surtout la plantation. Pardon d'insister, mais pour moi, c'est capital. Monsieur Nicot avait une question là tout à l'heure, je crois. Et après, oui. Je ne sais pas. Oui.
Bonjour, Sandrine Garelli, viticultrice à Cotignac. Pensez-vous que l'observation des plantes bio-indicatrices dans nos vignobles nous permettrait justement de connaître un peu mieux nos sols pour, après coup, justement, mettre exactement la quantité de matière organique qu'il faut, éviter l'érosion peut-être. Voilà. Quoi, moi, je pense en être convaincue, mais voilà. Une réponse, parce qu'on a encore 5 minutes de Moi, je suis devant absolument nous. convaincu de l'intérêt. Oui. Hein, les plantes bio-indicatrices, c'est un très bon outil. Après, il faut le combiner à d'autres outils. On a aujourd'hui une multitude d'outils à disposition, mais ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. On a travaillé cette année sur le château La Gordonne avec les équipes sur un recensement sur les 300 hectares, parce qu'on est sur le territoire sur le terroir de Pierrefeu, qui est quand même, dans toute la zone du Triangle d'Or, qui est quand même assez variée d'un point de vue géologique. Et donc on se rendait compte finalement, on a fait varier justement les observations de plantes indicatrices qu'on avait en fonction des cépages et du type de sol. Et il faut être clair que je partage tout à fait votre avis, que c'est fondamental ça permet d'avoir des indicateurs un peu vignerons du quotidien, qui permet de pouvoir avoir une vision plus ou moins globale de ce qui se passe à l'échelle d'une parcelle. Parce que, oui, on peut le voir, nous, on a certaines fleurs qui ne poussent que dans certaines zones, on a certains adventices qui poussent que dans certaines zones. Et donc ça permet justement, on a fait ce travail de classification. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans la phase, on a observé, mais on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dire telle plante indicatrice en tant de population, on arrive à ajuster la fertile ou autre avec tant d'apports. On en est loin de là, on reste vraiment humble. On est juste dans le constat de dire on a telle plante sur tel sol, voilà ce que ça nous dit dans la littérature, on prend pas, et puis on ajuste. Voilà. Mais je suis convaincu de votre question. Monsieur Nico, une question, je crois, et ça sera la dernière. Après, on va arrêter. Une petite remarque et une question. La petite remarque, ça fait suite à ce que disait monsieur sur les documents qui existent. Donc il y a effectivement le MEDEC, MEEDE2C. Donc là, c'est un GIEC méditerranéen. Il y a un gros rapport sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et nous, on est le GREC. C'est le petit cousin, mais régional. C'est-à-dire qu'on centralise les connaissances sur le territoire et aussi donc sur l'agriculture. Donc là, on avait sorti un cahier agriculture. Tous nos cahiers sont disponibles sur le site internet du GREC Sud en accès libre. Et donc il y avait un cahier agriculture en 2017, agriculture et forêt. Et là, on embauche quelqu'un, on va faire de la veille scientifique et on va compléter les connaissances sur tout le domaine de l'agriculture, les connaissances scientifiques qu'on va mettre à disposition sur notre site. Donc vous pouvez régulièrement y aller, régulièrement il y aura des connaissances. Et après, j'avais une question pour Monsieur Faure. Vous avez parlé des vignobles de Camargue. Je voulais savoir si vous voyez déjà une influence de l'élévation du niveau de la mer et de la salinisation des sols qui peut arriver. Donc ça sera en Camargue. Je ne sais pas si sur les côtes de Provence, dans le Var, à mon avis, il peut y avoir certains secteurs qui seraient concernés. Donc avec d'une part, l'entrée des intrusions salines et puis voilà, lié à je crois que c'est le cas sur la riziculture en Camargue. Alors c'est peut-être aussi le cas sur la viticulture. Je ne sais pas. Vous avez combien de temps? On a combien de temps? 5 minutes. Sujet passionnant en fait. Il faut être clair. J'ai mis pratiquement 4 ans de ma vie sur ce sujet-là avec le professeur Deloire. Donc on connaît assez bien le sujet. En fait, il faut savoir, c'est que la Camargue, c'est un vignoble qui a été initialement, historiquement créé par l'homme. C'est-à-dire que c'est bien dans les zones de delta qui étaient les plus fertiles, où on avait les sables les plus fertiles, qu'on a installé les premiers vignobles. Historiquement, c'était comme ça. Et donc, ils ont vite compris que finalement, il fallait imaginer des réseaux hydrauliques, ce qu'on appelle des roubines en Camargue, c'est un mot patois camarguais. Et le vignoble de Camargue, ce n'est que de la physique, en grande partie. Alors bon, il faut faire pousser la vigne derrière, mais ça, normalement, ça devrait aller. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir des réseaux de canaux qui sont tout autour de nos parcelles. Et donc, on a des entrées d'eau douce, des sorties d'eau salée, et de pouvoir justement gérer ces réseaux d'eau
avec des écoulements. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau elle puisse tourner de manière constante en Camargue. Pourquoi? Parce que c'est juste le principe d'une table salante. Pour exemple, je pense au domaine royal de Jarras, qui est vraiment la petite pépite qu'on a en Camargue, qui est entre la mer à 30 grammes et les salins qui sont à 10 fois la concentration de la mer. Et nous, on fait de la vigne 1,30 m au-dessus, quoi. Donc, sauf que, en fait, pourquoi la gestion du niveau, je vais y revenir, c'est que toutes ces robines-là, ces réseaux ont été pensés, c'est-à-dire sur un volume par rapport au niveau qui est en dessous. Et donc, nous, on a juste à faire varier, c'est comme le système d'un tube de Pitot en physique, où finalement, on fait monter le niveau, et on crée une dépression qu'on appelle une lentille d'eau douce, c'est-à-dire que c'est un bulbe qui se forme, et où on a finalement les 30 premiers centimètres d'eau sont de l'eau douce, et en dessous on a de l'eau salée. Donc en fait les conclusions qui a été, parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques sur le sel, je pense que c'est parce que l'actualité en a parlé énormément depuis l'année dernière, la conclusion de l'ensemble des études, que ce soit avec l'ensemble des représentants des communes, etc., ils affectent une grosse partie de cette problématique-là, à 90% par du non-entretien. Et pas parce que le niveau de la mer augmente. Le niveau de la mer augmente, c'est sûr. Mais c'est bien un entretien et ce savoir-faire historique de gestion de l'eau qui n'était peu ou moins fait. Et ce qui a amené ces problématiques d'évaporation, parce qu'évidemment, ce n'est que de l'évaporation, du sel qui monte, ce n'est que ça. Donc voilà pour le niveau de la mer. Donc aujourd'hui, on recartographie l'ensemble de nos propriétés, avec des gestions d'eau complètes sur les domaines, avec des entrées d'eau douce, des sorties d'eau salée, une gestion complète des propriétés. C'est un travail colossal du quotidien. Voilà, donc mais à la fois c'est aussi, c'est une gestion en verticalité, c'est-à-dire que il faut savoir amender par le haut et à la fois il y a l'eau de mer qui est par en dessous. Donc il faut pouvoir trouver ce juste équilibre en continu entre les deux, pour arriver à une production qui est normale, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez un peu pensé au futur? Parce qu'à un moment, le niveau de la mer, d'ailleurs, s'accélère. Hein. On gagne 1 mm tous les 10 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 4 mm par an. On s'attend presque à être 1 cm par an d'ici 2050. Donc, il va vraiment s'accélérer. Vous avez une idée à partir de quel seuil, en fait, à un moment, quand même, le système va commencer à poser des problèmes? Je dirais que pas avant 2100. On a fait quelques estimations. Enfin, il faut être évident qu'on est quand même assez lucide. Donc, on a fait quelques analyses. Après, il faut savoir que les anciens, dans les années 1600, avaient déjà pensé à pas mal de protection, c'est-à-dire à cumuler plusieurs niveaux de roubines avec la mer et d'avoir plusieurs protections avec des réseaux hydrauliques propres, etc. Enfin, il y a tout un travail de physique vraiment qui, voilà, sur le long terme, doit tenir. Après, il est évident qu'on ne va pas aller contre nature non plus, enfin, il faut être lucide, mais on trouvera peut-être des solutions d'ici là. Donc, voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous.